Bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La Première Nation abénaquise d'Odanak dénonce plusieurs groupes ayant été reconnus par l'État du Vermont. Ils veulent une audience avec le gouverneur. Voici un reportage de Tom Fenario. Ce n'est pas tous les jours que le gouverneur du Vermont visite Montréal. Après un discours organisé par le Conseil des relations internationales de Montréal, Phil Scott a rencontré des gens et il a souligné les liens historiques et économiques profonds entre le Vermont et le Québec. Relationships matter, and they run deep, and it means something. Mais il y avait une autre relation étrangère dans la pièce qui espérait avoir la chance de rencontrer M. Scott, la Première Nation abénaquise d'Odanak. Je suis ici pour rencontrer le gouverneur de l'État du Vermont. Ça a été une brève rencontre, mais j'ai pu parler à son entourage concernant les doléances de ma nation vis-à-vis des 4 groupes autoproclamés qui ont eu une reconnaissance de l'État du Vermont en 2011. C'est de la pure appropriation de l'identité abénaquise. Jacques Watso est membre du conseil de bande d'Odanak. Le territoire ancestral des Abénakis est constitué de vastes étendues de ce qu'on appelle aujourd'hui le sud-est du Québec et la Nouvelle-Angleterre. En 2011, le Vermont a reconnu 4 groupes différents comme des Abénakis. La population du Vermont et les électeurs et les élus ont été floués dans ce processus-là, puis on veut rendre justice à notre héritage culturel. M. Watso dit qu'il y a une raison pour laquelle les 4 groupes qui revendiquent le statut d'Abénaki n'ont pas de reconnaissance fédérale. Entre autres critères, la reconnaissance par l'administration fédérale américaine exige de démontrer l'autonomie gouvernementale depuis au moins 1900. Or, les 4 groupes du Vermont qui se sont autoproclamés Abénakis ont été formés à l'époque moderne. Les demandes d'adhésion peuvent être téléchargées sur certaines de leurs sites Web. Les membres éventuels doivent soumettre leur généalogie pour examen avant d'être acceptés. M. Watso dit que lorsque la municipalité d'Odanak a été approchée par des Abénakis autoproclamés dans les années 1990, elle les a d'abord accueillis comme visiteurs. Nous les avons accueillis puisqu'on a une grande diaspora de notre nation abénakis sur notre territoire traditionnel. Nous avons partagé nos chants, nos contes et légendes, mais quand nous avons commencé à poser des questions sur leur appartenance, leur famille, leur héritage, et là, c'est là que ça s'est compliqué, qu'on a bien vu que c'était faux. Alors, on a fait entamer nos recherches et effectivement, ce sont des gens qui ont frauduleusement approprié une culture qui n'était pas la leur. Les groupes Abénakis reconnus par l'État du Vermont n'ont pas répondu à nos demandes d'entretien. Par ailleurs, M. Watso a réussi à rencontrer brièvement le gouverneur Scott et à lui présenter une lettre exposant les préoccupations de la communauté d'Odanak. M. Scott a promis de lire la lettre, mais il ne s'est pas engagé à rencontrer le conseil à une date ultérieure. It's the first I've heard of this, so I'm a bit surprised. But again, if we will take a look at this, the legislature will be reflecting on this, and if they see fit to change the law, they can. Actuellement, les Abénakis reconnus au Vermont ont le droit de fabriquer et de vendre de l'artisan autochtone et peuvent bénéficier d'avantages tels que les subventions aux artistes. Pour compliquer les choses, les Abénakis ayant des liens avec la communauté d'Odanak vivent en Nouvelle-Angleterre. Selon M. Watso, ceux qui ont des liens légitimes sont les bienvenus à Odanak, mais les autres ne devraient pas représenter la nation abénakise. J'espère qu'on va rencontrer le gouvernement du Vermont. La marche est haute, elle est très haute. Ça fait 20 ans qu'on se bat, mais les Autochtones sont tout le temps des citoyens de 2e ou 3e ordre. On ne nous prend jamais au sérieux, mais c'est un combat qu'on va mener pour les générations futures et par respect pour les gens qui ont passé avant nous. Un reportage de Tom Fenario, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. D'après Hydro-Québec, les besoins énergétiques ne sont pas suffisants pour le Québec. Une solution possible, rehausser le réservoir de la Manicouagan. Mais il y a des obstacles sur cette voie. Voici la 4e partie de la série de reportages concernant la relation entre Hydro-Québec et les Pessamiounous. Que je vais demander à Hydro-Québec de regarder la possibilité de construire des nouveaux barrages au Québec. Voilà, c'est dit. Le premier ministre sortant veut plus de barrages s'il est réélu. Le Québec veut plus d'électricité.
Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Encore une fois, les Inuits de Pessamit sont demandés pour épauler la charge du développement hydroélectrique. Hydro-Québec veut rehausser le réservoir de la Manicouagan depuis 2016. Selon l'ancien chef Jean-Marie Volant, Hydro-Québec a obtenu le permis pour augmenter le niveau d'eau du réservoir. On a dit non, mais là, jusqu'où ça va tenir, là, jusqu'à quand ça va tenir, c'est une autre histoire. Hydro-Québec affirme qu'elle opère sous les niveaux d'eau établis au départ et elle veut optimiser l'utilisation du réservoir. C'est pas quelque chose qu'on va rentrer dans la gorge des communautés. C'est pas quelque chose qu'on ferait unilatéralement. Mais une station de recherche du nom de Wapishka fait obstacle. Elle se situe au bord du réservoir de la Manicouagan, dont les propriétaires sont le Conseil de bande de Pessamit et l'UNESCO. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles confirme que le site d'origine de la station Wapishka sera touché en cas de rehaussement de la Manicouagan. En effet, en 2018, la station a privilégié relocaliser une grande partie de ses activités sur un autre terrain en détenant un bail de location. Il demeure certaines installations sur le site du bail d'origine. Marielle Vachon est la chef nouvellement élue de Pessamit. Elle déclare que si Hydro-Québec procède au rehaussement, Pessamit perdrait ses bâtiments de la station Wapishka. Madame Vachon compte aller en injonction à très court terme. Il nous avait proposé 1 million quand tu parles de bail, mais non, on a refusé parce qu'il y aurait le rehaussement, là. C'est comme une cession de droit aussi là-dedans. Là. Québec, le premier ministre du Québec, M. François Legault. Pendant ce temps, le Québec demande plus. La société d'État peut-elle satisfaire ses besoins en énergie au nom de l'environnement et de l'économie? Ultimement, ce qu'on cherche à faire au Québec, présentement, puis vous m'avez entendu là-dessus, là, on n'a aucun projet de nouveaux barrages à court et à moyen terme. On n'est pas là-dedans. Mais Mme Brochu a fait cette remarque avant que le sujet de reconstruction de nouveaux barrages soit abordé par François Legault. Donc, la question reste pour les Inuits ici. À quelle mesure seront-ils inclus dans la conversation future? Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Pessamit. Au retour, les proches des victimes qui ont été poignardées à mort dans la Nation Crie de James Smith au cours de la fin de semaine de la Fête du travail prennent la parole. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. À Saskatoon, les proches des victimes qui ont été poignardées dans la Nation Crie de James Smith au cours de la fin de semaine de la Fête du travail ont pris la parole lors d'une conférence de presse. Voici un reportage de Priscilla Wolfe. Mark Arcand parle de sa sœur de 48 ans, Bonnie Lee Goodvoice Burns. Elle a été tuée lors d'une série d'attaques au couteau dans la Nation Crie de James Smith. Le neveu de Arcand, Gregory Burns, âgé de 28 ans, a également été tué. Bonnie Lee Goodvoice. She's a member of the Wahpeton Dakota First Nation. She was a Dakota woman, and she still is a Dakota woman. Les 3 fils de Goodvoice Burns étaient présents à la conférence de presse avec d'autres membres de la famille. La famille Burns a été durement touchée par la série d'attaques au couteau dans la Nation Crie de James Smith au cours de la fin de semaine. Gregory Burns a perdu la vie en défendant sa mère et ses frères qui étaient aussi à la maison pendant l'attaque. So this is our sister, Bonnie Goodvoice Burns, his oldest son Gregory Burns, and in the crowd today we have Bonnie and Brian's 3 other boys, Dason, Mason, and Grayson. Le fils de 13 ans de Goodvoice Burns a été traité à l'hôpital en raison de blessures, puis il a reçu son congé. Arcand demande aux médias de respecter la famille en cette période de deuil. La Nation Crie de James Smith a également demandé que l'on respecte la vie privée de ses habitants.
La collectivité du nord de la Saskatchewan est ébranlée par l'attaque au couteau qui a fait 10 victimes et 18 blessés. Un reportage de Priscilla Wolfe, Nouvelle nationale d'APTN, Saskatoon. Les chefs et les membres de la famille ont aussi tenu des cérémonies et ont prononcé des discours dans la nation crie de la Saskatchewan. Cela fait suite à l'arrestation par la police de Miles Sanderson, accusé d'être l'une des personnes qui a tué 11 personnes et en a blessé 18 autres. Il est mort en détention peu de temps après, comme le rapporte Priscilla Wolfe. Dans la nation crie James Smith, les familles et les dirigeants se sont réunis pour s'adresser aux médias afin de souligner l'appui des autres pendant cette période difficile. Her husband was one of the accused. Her husband was accused of killing my sister. Our family is here to forgive. This woman shouldn't have to bear that kind of guilt and shame and responsibility. I just come here to personally thank the RCMP, all of them, every single one of them. They left their families behind to come and help us. And to help us grieve. We can finally grieve. A lot of people were chased out of their houses in our community, scared. It's been the hardest few days of my life. Malgré le chagrin, les gens d'ici commencent à chercher des idées pour faire en sorte qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. We ask that we have our own tribal policing. We ask for awareness in addictions. We ask for treatment centers so things wouldn't happen like this to any nations around the world. This incident sheds light on a fractured system where the parole board has to be more transparent and to make some fundamental changes in consultations with First Nations peoples. The justice system needs to work with our members, our leaders of our First Nations, and establish, in this case, a transition period for those dangerous offenders. Les rassemblements et les veillées vont se poursuivre ici pendant un certain temps, au moment où la communauté entreprend son cheminement de guérison. My relatives, my nephew and nieces, and we're having a hard time. Un reportage de Priscilla Wolfe, Nouvelle nationale d'APTN, Nation Crie de James Smith, Saskatchewan. La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate à tous les peuples autochtones au Canada. Pour joindre la ligne d'écoute, composez sans frais le numéro à l'écran ou visitez leur site Web. Récemment, une délégation de la nation Nisga'a de la Colombie-Britannique s'est rendue en Écosse pour discuter du rapatriement d'un mât totémique qui, selon cette dernière, a été volé par un universitaire en 1929. Lee Wilson fait le point. Simogitnish Chow, ou chef Earl Stevens, est enthousiaste. Pour la première fois de mémoire d'homme, les membres de son groupe familial Nisga'a se verront restituer un mât totémique qui avait été volé à leur communauté. Le mât totémique, qui a été sculpté au milieu du 19e siècle, est exposé au Musée national d'Écosse. Simogitnish Chow évoque la croyance selon laquelle les mâts totémiques volés sont en effet des objets vivants. When they become fallen and on their own, that's when they're not alive anymore. But all these poles that were taken were never fallen on their own. So, in other words, they're still alive.
Une réplique du mot totémique est érigée dans le village Niska de Lac-aux-Apes. Le mot héroldique raconte l'histoire du guerrier Niska, Chawit, qui était destiné à devenir chef, mais qui était mort au combat. Selon la nation Niska, une ethnographe bien connue, Marius Barbeau, s'est emparée du pôle en 1929, à un moment où les membres de la communauté étaient partis pêcher et récolter des aliments. Dr. Amy Parent est membre de la nation Niska et chercheuse universitaire. Elle affirme que le mot totémique a été pris au plus fort de la prohibition du potlatch, au moment où d'autres pratiques coloniales canadiennes étaient courantes. It wasn't that we abandoned our villages or that we weren't caring for poles. We were simply out food fishing. And so for us, I think that the modern day equivalent is like us going to the grocery store and then having the government come along and sell your house and allow some anthropologists to come in and take all your priceless family belongings. And then shortly thereafterwards, you're going to have church officials show up and take your children away. Lundi dernier, les membres de la nation Niska ont rencontré le personnel du Musée national d'Écosse afin de tenir des discussions en face à face sur le rapatriement du mot totémique. Simowitney Chow affirme que les membres de son groupe familial pensent depuis longtemps à aller voir le mot totémique. There's 3 of them that we're talking about going over to see the pole or to take it back, but that never happened because they're all gone now. They're not with us anymore. La délégation compte demander au gouvernement d'Écosse et au Musée national d'Écosse de défrayer les frais de transport du mot totémique jusqu'à la nation Niska. L'objectif est de faire honneur à leurs ancêtres et posséder cet artefact culturel pour que la prochaine génération puisse se remémorer leur histoire. Honoring our dear fallen ancestor, Tsawit, who was one of our true warriors who died with the honor of protecting our family and our nation's sovereignty. And then when we look to the future, I think we want our children to wake up every day and not to have to search so hard for the stories of who we are. Un reportage de Lee Wilson, Nouvelle nationale d'OPTN, Lac-aux-Apes. Après la pause, le très honorable juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, alors qu'il est en déplacement vers la ville de Québec. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, en entrevue, nous recevons en studio le très honorable juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, alors qu'il est en déplacement vers la ville de Québec. 2 appels seront entendus par les juges de la Cour suprême du Canada au Palais de justice de Québec, mercredi et jeudi. Au passage, il nous explique également le processus d'une prise de décision. Voici la première partie de notre entrevue avec Richard Wagner. Oui, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à Nouvelle nationale d'APTN, monsieur le juge, le très honorable juge en chef Richard Wagner. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. J'aurais une question pour commencer. On est en période électorale ici au Québec. Puis, avec les candidats, ils font des promesses de grandeur. Comme la construction de barrages hydroélectriques, mais sans nécessairement prendre en considération les droits ancestraux. Et la question que je me posais, alors que je vous ai ici en studio à Montréal, qu'est-ce que c'est les droits ancestraux? Je vous dirais simplement que les droits ancestraux des Autochtones ont fait l'objet depuis à peu près une 50aine d'années de plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada, qui ont reconnu, qui ont fait avancer les droits des Autochtones selon la preuve qui était présentée devant la Cour, à différents niveaux. Et donc, cette question-là est fondamentale pour le phénomène de réconciliation. Réconciliation qui concerne évidemment les élus, mais qui concerne également les autres acteurs de la société. Et dans ce sens-là, je pense que la Cour suprême du Canada a joué son rôle et continuera de jouer son rôle lorsque la preuve lui permettra de décider sur les droits des droits ancestraux des Autochtones, auxquels on réfère à l'article 35 de la Charte des droits et libertés du Canada. OK. Puis, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'article 35? Bien là, je ne voudrais pas commencer à donner un cours de droit parce que c'est peut-être des questions qui vont venir devant nous très bientôt.
OK, parfait. Probablement, une partie de notre audience ne sait pas comment fonctionne la Cour suprême. Et puis, quel est le processus quand vous donnez une décision ou pour donner une décision? Comment ça fonctionne? Bien, il faut comprendre que la Cour suprême du Canada, c'est le tribunal de dernier ressort au Canada. C'est une cour générale. En d'autres mots, on entend de toutes les sortes de questions de droit, que ce soit en criminel, en droit civil, que ce soit en matière constitutionnelle, en matière commerciale, en matière constitutionnelle, évidemment. Et donc, nos dossiers viennent de trois façons. On entend les dossiers, dans un premier temps, sur permission. En d'autres mots, les gens, les sociétés, les individus doivent présenter une requête pour permission d'appeler à la Cour suprême de leur dossier d'une décision de la Cour d'appel si la question en litige est une question d'intérêt public. S'il y a une controverse, par exemple, en jurisprudence, dans les cours d'appel à travers le pays. Alors là, la Cour va décider d'entendre ou non ces dossiers-là. Ça peut venir également d'une autre façon, ce qu'on appelle les renvois. Alors, lorsqu'un gouvernement fédéral, par exemple, veut avoir l'opinion de la Cour suprême sur un projet de loi, bien, ils vont utiliser ce qu'on appelle le renvoi. Ils vont demander à la Cour de se prononcer sur un projet de loi ou sur une loi même déjà existante pour valider sa légalité ou non. Et la troisième sorte de dossier que l'on reçoit, c'est des appels qu'on appelle les appels de plein droit. Ça, c'est en matière criminelle. Lorsque, au niveau inférieur, les cours d'appel, il y a une dissidence d'un des trois juges sur une question de droit en matière de droit criminel, auquel cas, il y a un appel automatique. On n'a pas le choix, on ne choisit pas la cause, elle vient devant nous et on doit la décider. Alors, c'est les trois façons en vertu desquelles on entend des causes. On reçoit, année après année, entre 400 et 600 demandes d'appel, de permission d'appeler. Et on en entend à peu près entre 60 et 80. OK. Une décision de la Cour suprême qui a beaucoup d'importance pour les Mi'kmaq, celle de la décision Marshall, qui est critiquée pour son vocabulaire vague concernant le moyen de subsistance convenable. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la Cour suprême utilise ces vocabulaires-là qui sont vagues dans quelques cas, ou des vocabulaires qui sont comme plus précises aussi dans leurs décisions? Évidemment, pour les mêmes raisons que je vous expliquais tantôt, je ne peux pas commenter une décision en particulier. La seule chose que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis devenu juge en chef du Canada en décembre 2017, avec l'appui de mes collègues, on a décidé de tenter d'utiliser un langage accessible et clair dans nos décisions, pour permettre à tous les individus, au public en général, de bien comprendre l'impact d'une décision de la Cour suprême sur leurs droits personnels, de la famille et des amis. Alors, il y a un effort qui est fait depuis les dernières années pour utiliser dans nos décisions un langage le plus clair possible afin de permettre à plus de gens de comprendre nos décisions. Juge, très honorable juge en chef Richard Wagner. Merci à vous. C'était un plaisir. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé Wenpsich.